Bonjour à tous! Bienvenue à cette présentation sur comment intégrer la pédagogie par projet dans une pédagogie traditionnelle. Aujourd'hui, on va faire un retour sur les avantages d'une double pédagogie. On va réexpliquer ce qu'est une pédagogie traditionnelle. On va faire une brève description aussi de la pédagogie par projet. On va vous montrer comment intégrer cette pédagogie-là dans votre pédagogie traditionnelle. On va ensuite vous donner des exemples, les pièges à éviter, puis enfin les étapes pour démarrer votre projet dans votre pédagogie traditionnelle. Tout d'abord, l'avantage d'utiliser la double pédagogie. Dans un premier temps, c'est sûr que d'utiliser deux méthodes d'apprentissage, on va permettre d'aller chercher deux types d'enfants, deux types d'apprenants. Donc, dans un contexte de groupe où on a plusieurs types d'apprenants, on va aller chercher une plus grande quantité de réception par rapport aux élèves. Dans un contexte d'école maison, le fait d'utiliser deux pédagogies, on va garder l'enfant stimulé, on va augmenter sa concentration par le fait même. Lorsqu'on varie les types d'apprentissage, on outille l'enfant à utiliser des méthodes d'apprentissage. On lui apprend à apprendre, en fait. La pédagogie traditionnelle. Donc, comme son nom l'indique, traditionnelle, c'est une pédagogie qui existe depuis très longtemps, puis qui a fait ses preuves. C'est une pédagogie qui est utilisée généralement dans les classes et qu'on retrouve encore dans les classes du primaire, les classes du secondaire et même les classes d'université. C'est une pédagogie qui fonctionne, puis qui a été mise en place, qui a fait ses preuves et qui continue d'être utilisée. Mais c'est quoi au juste la pédagogie traditionnelle? En fait, c'est une pédagogie qui est à la base magistrale. Magistrale veut dire j'ai une personne à l'avant qui explique une notion, une théorie. Elle va utiliser plusieurs façons pour l'expliquer. Elle va reformuler, elle va mâchouiller les mots, elle va revoir vraiment la théorie sous plusieurs formes. Lorsqu'on fait un travail en lien avec une pédagogie de type traditionnel, de type magistral, dans un premier temps, on va avoir une mise en pratique en groupe. Donc, dans un contexte classe ou dans un contexte petit groupe, on va avoir l'adulte qui guide les enfants, qui pratique avec eux, qui questionne au fur et à mesure qu'on a les questions. Donc, on va vraiment travailler en groupe avec l'adulte. Dans un deuxième temps, l'adulte va se retirer et va demander à l'enfant de faire un travail de façon individuelle. Le fait de le faire individuellement, l'enfant va peut-être arriver à des questionnements plus centré sur lui-même, sur ses besoins à lui. Il va avoir peut-être un blocage quelque part. Encore une fois, l'adulte va pouvoir aller se diriger directement vers l'enfant et répondre à son besoin. Et dans un troisième temps, l'enfant va devoir, dans une période de temps plus loin ou dans une période ultérieure, on va pouvoir lui demander de travailler de façon individuelle, mais de le faire officiellement. Là, si je dis officiellement, on peut penser examen, on peut l'appeler autrement. On n'est pas obligé de l'appeler examen. On peut l'appeler travail pratique du mois. On peut l'appeler le travail pertinent. Peu importe le nom qu'on lui donne. L'enfant, on peut diminuer un petit peu son stress sans dire le mot examen. Mais on va évaluer s'il a compris, s'il a consolidé la matière et s'il est en mesure de réinvestir les apprentissages qu'il devrait avoir fait. La pédagogie traditionnelle de type magistral, pour ce qui est du contexte maison, va être assez similaire. C'est certain qu'en fait, on veut que le parent continue de donner la notion. On veut que le parent explique à l'enfant, on veut qu'il mâchouille encore une fois, on veut qu'il s'implique dans la théorie. Pour ce qui est de la partie en groupe, il est évident que l'enfant n'est pas nécessairement accompagné d'une classe, d'une équipe d'amis à côté de lui. L'option peut-être de le faire en vidéoconférence pourrait être une option à évaluer. Sinon, si le parent le fait avec l'enfant, ça va être d'aller peut-être questionner un peu l'enfant pendant la période. Donc, de lui demander est-ce qu'à cette étape-là, tu as compris? Reformule dans tes mots certaines choses. Montre-moi sur ta feuille qu'est-ce que tu as fait. Est-ce qu'il y a des étapes que tu as comprises? Répète-moi ce que tu peux me dire que tu as compris. Donc, le parent va agir un petit peu en guide, en référence, en accompagnateur. Pour ce qui est de l'étape individuelle, on reste un petit peu dans le même style. Donc, l'enfant va être seul, va faire une partie seule. Le parent peut s'éloigner à ce moment-là, puis revenir aux besoins avec des questions, si jamais l'enfant a des questions. Et pour la dernière
étape, qui est l'étape de consolidation, d'évaluation ou de petit travail du mois, ben c'est possible en fait de le faire plus tard dans la semaine, dans le mois, puis de juste vérifier si l'enfant, encore une fois, a compris sa notion. L'enfant ne dira pas « je n'ai pas compris, j'ai besoin d'aide ». Il faut questionner l'enfant, il faut faire des retours. La rétroaction, c'est vraiment, vraiment la chose la plus importante de toute l'étape d'évaluation. Si on fait une évaluation puis qu'on ne fait pas de rétroaction, si on ne fait pas de retour sur les difficultés, sur les défis, sur ce qui a été difficile, les erreurs qui ont été faites, l'évaluation en soi ou le travail en soi même directement n'est pas pertinent. On est mieux de ne pas le faire que de faire un travail sans rétroaction, ça revient au même. Donc, vous avez vu ici les étapes d'une pédagogie traditionnelle vraiment magistrale. Derrière ça, c'est important de s'outiller en tant que parent accompagnateur et d'utiliser les outils dont on a besoin. Généralement, une pédagogie magistrale peut se faire à l'aide de manuels. On va avoir un manuel qui va justement nous donner la théorie, nous l'expliquer. On va avoir des exercices qui sont simples et faciles tout de suite après cette théorie-là. Puis plus on va aller dans le chapitre ou plus on va avancer dans les pages, la difficulté va augmenter, les problèmes vont devenir un petit peu plus grands ou les questions vont devenir un petit peu plus difficiles. Donc, on veut s'outiller, on veut s'assurer qu'on voit les bonnes choses. On a un manuel qui nous aide. Il va aussi nous permettre d'avoir un encadrement, mais de s'assurer qu'on voit toutes les notions qu'on a besoin de voir au courant de l'année. On va pouvoir voir si l'enfant a progressé dans ses apprentissages, que ce soit dans une notion ou que ce soit de façon annuelle. Le manuel est donc notre meilleur ami aussi dans certains cas et n'est pas à négliger. C'est évident que si on ne veut pas utiliser de manuel ou si on n'a pas nécessairement l'envie de faire des pages et des pages, on peut quand même faire un enseignement magistral en allant chercher des activités qui vont suivre la progression des apprentissages, qui vont suivre le programme de formation de l'École québécoise. Donc, on va s'assurer quand même de voir les compétences, de développer ces compétences-là et de progresser au fur et à mesure que l'année avance. Dans le même principe, ça va être important d'avoir des activités qui sont plus faciles au début, puis qui deviennent de plus en plus difficiles avec la notion vue. Si on se rend compte que la notion n'est pas maîtrisée, ça va être important de pas aller trop vite et de faire des petits exercices plus simples avant de continuer pour pas que la notion ne soit pas maîtrisée avant de vouloir aller plus loin. Pour résumer, la pédagogie traditionnelle a 3 grandes étapes. Donc, on a l'enseignement magistral, l'explication des notions et le mâchouillage de matière. On a ensuite la deuxième étape qui est le travail en groupe ou individuel avec le parent accompagnateur. Puis, on termine avec l'évaluation qui ne vient pas sans la rétroaction qui est vraiment essentielle. Bon, maintenant qu'on sait comment ça fonctionne, qu'on sait ce que c'est la pédagogie traditionnelle, vous, à la maison, comment on se dirige, comment on part, c'est quoi votre rôle, vous, à la maison, en tant que parent? Ça va être d'abord d'expliquer, de modéliser, d'avoir le rôle de l'adulte. Donc, de mâchouiller, de revoir, tu sais, expliquer une matière, une notion, on fait pas juste la dire une fois, on fait pas juste la lire une fois. On va la dire, la redire, la réexpliquer. On va utiliser certains mots, puis la deuxième fois, on va les changer pour en utiliser d'autres pour essayer d'avoir une deuxième vision de l'explication. L'enfant apprend de 3 façons. L'enfant apprend par observation, l'enfant apprend par imitation et l'enfant apprend par répétition. Ce qui va être important, en fait, c'est qu'une fois que vous avez expliqué la matière, que vous l'avez répétée, vous avez déjà une étape où l'enfant l'a entendu, là, il s'est les fait répéter, donc il y a déjà une compréhension qui a été faite. Ensuite, l'enfant va se mettre à la tâche, mais vous allez le guider. Vous allez faire ce qu'on appelle de la modélisation. Donc, vous allez lui montrer comment on fait le problème. Une fois la matière expliquée, l'enfant peut maintenant commencer un travail en groupe ou seul, mais accompagné. Donc, vous, en tant que parent, votre rôle, ça va être de diriger votre enfant. Ça va être de modéliser. Quand je dis modéliser la tâche, quand je dis guider votre enfant, ce que je veux dire, en fait, c'est que vous devez lui montrer un peu ce qu'on fait dans ce type de problème-là. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, on est en mathématiques, on a un problème de jardin où on doit classer des tomates, des concombres et des carottes.
Donc, on va prendre la feuille, on va diviser la feuille en fonction de nos besoins. On va dessiner peut-être des objets. On va montrer toutes ces choses-là à notre enfant la première fois. Puis, pour ensuite, dans un deuxième temps où il va travailler seul, qu'il soit en mesure de faire le même genre d'exercice, mais de manière autonome. Donc, on doit lui montrer, on doit modéliser, on doit lui fournir un peu la façon de faire avant de le laisser seul faire cette méthode. Finalement, dans une dernière étape où il va être en évaluation, donc va être dans un travail du mois, il va le faire complètement seul. Puis vous allez avoir comme rôle de revenir sur les difficultés, de revenir sur les défis, les erreurs qui ont été faits pour que l'enfant ne répète pas ces erreurs-là, ne soit en mesure de comprendre où il s'est trompé, puis qui évolue dans ses apprentissages de cette manière-là. C'est certain que la façon dont je vous explique le tout en ce moment, on peut penser que ça s'applique généralement à des enfants du primaire. C'est évident qu'au secondaire, on n'aura pas exactement la même façon de faire, parce qu'un enfant du secondaire, selon son autonomie, selon son niveau, selon ses méthodes d'apprentissage, il peut être en mesure de lire les notions, de lire les théories seul, et d'appliquer lui-même les stratégies. C'est sûr aussi qu'en tant que parent accompagnateur, des fois, en secondaire 4, les mathématiques, par exemple, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple. Donc, moi-même, j'ai déjà enseigné, j'ai déjà fait du tutorat avec des élèves de secondaire où je faisais mathématiques. Et je me suis retrouvée face à des problèmes qui, malheureusement, je n'étais pas en mesure de résoudre directement. Ce que j'ai fait, par contre, c'est que j'ai montré à l'enfant qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas quoi faire. Donc, où aller chercher la notion, puis comment se débrouiller seul. Donc, on a retourné dans notre manuel, on a trouvé la notion, on a refait des exercices en dessous qui étaient les premiers exercices, des exercices qui sont simples et directement en lien avec la théorie. On a refait ces petits exercices-là, on s'est remis dedans, puis doucement, on s'est dirigé vers le long problème qu'on voulait résoudre. Et c'est de cette manière que l'enfant, non seulement réussit son problème, mais apprend comment y arriver. Donc, il apprend à apprendre. Attention, c'est important par contre de ne pas tomber dans le piège. Si un enfant est autonome, oui, on a tendance à vouloir le laisser aller ou à pas nécessairement le déranger ou faire des retours. Mais reste que c'est un enfant et que lorsqu'on a une difficulté, on a quelque chose qu'on comprend pas, ça va être important que quelqu'un peut-être nous le réexplique ou qu'un adulte soit en mesure de venir dire « OK, on va refaire des exercices, on va revoir la notion, on va retravailler ce petit bout-là ensemble pour que tu sois solide sur tes pieds puis que tu puisses repartir sur la bonne voie. » Avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre un temps pour parler de la rétroaction. La rétroaction, comme je le mentionnais tantôt, est d'autant plus importante que le travail en soi. Si on ne fait pas de rétroaction, le travail ne sert à rien, n'a pas de valeur. C'est la base pour une compréhension, pour que l'enfant puisse avancer, c'est de comprendre ses erreurs pour éviter de les refaire. Parce que dans la vie, une fois qu'on a compris quelque chose, on est en mesure de dire « Ok, je peux le refaire » ou « Je peux ne pas le refaire ». La rétroaction, directement comme ça, je peux même vous donner des exemples. Lorsqu'on fait une dictée, une production écrite, d'écrire un texte est en soi un travail, tout à fait. Mais faire la correction va être son travail aussi. Mais si on ne fait pas de retour sur les erreurs de français, de vocabulaire, les erreurs de grammaire, les erreurs de ponctuation, l'enfant va continuer d'écrire en faisant ces erreurs-là. Donc, on comprend que la rétroaction est une étape excessivement importante. Pour conclure sur la pédagogie traditionnelle, il y a des avantages et il y a des désavantages à cette pédagogie-là. Du côté des avantages, on va retrouver, c'est sûr que le manuel va amener une motivation pour certains élèves. Ça va être aussi une source d'organisation, de structure, puis va aider le parent accompagnateur à ne pas s'éparpiller et à se retrouver à avoir les bons apprentissages à faire et de ne pas en oublier aussi par le fait même. On va aussi avoir des inconvénients en lien avec la pédagogie. Le manuel, par exemple, peut être source aussi de démotivation, de manque de stimuli pour un élève, au contraire, qui peut être une motivation pour un autre.
C'est certain aussi que d'avoir un livre, un manuel, une structure plutôt dirigée, ben ça permettra pas à l'enfant d'être libre au niveau de sa créativité ou de le laisser avoir une tâche qui est plus personnalisée. Donc, on a des limitations à ce niveau-là. La pédagogie par projet existe déjà depuis les années 1900. En fait, plusieurs pédagogues se sont concentrés sur la question qui était en fait c'est quoi les méthodes d'apprentissage. Ils ont mis en lumière en fait que non seulement l'enfant apprend, comme je vous mentionnais, par observation, par imitation, par répétition, mais qui apprend en manipulant plutôt que en écoutant seulement la théorie à donner. Un enfant qui va manipuler, qui va pratiquer la théorie en soi, va la retenir, va la mémoriser et va être capable de réutiliser. Il va se faire comme une image mentale, puis il va être capable de se souvenir de ce qu'il a fait pour garder ces apprentissages-là dans sa tête. Donc, c'est quoi la pédagogie par projet? En fait, la pédagogie par projet, on pense projet, mais on pense pratique. C'est ça aussi. C'est pas juste un projet, c'est de penser manipulation, c'est penser expérimentation, c'est penser je travaille de mes mains, je me souviens physiquement de l'avoir vécu. Donc, c'est aussi ça la pédagogie par projet. Le mot projet, il faut faire attention comment on l'utilise. Généralement, en classe, c'est une pédagogie que les enseignants aimeraient de tout cœur utiliser en permanence. Mais c'est sûr que ça prend du temps, ça prend de l'organisation, ça prend des connaissances aussi, veut pas, pour que ce soit uniquement par projet. D'où le super plaisir d'en mettre deux à la fois, donc de garder un peu de traditionnel et d'instaurer de la pédagogie par projet. Dans le cadre d'un enseignement à la maison, c'est une méthode qui, je sais, aimerait être préconisée davantage. Je sais qu'on voudrait faire des projets, puis se diriger vers un enseignement qui est vraiment pratique, qui est vraiment concret. Cette pédagogie-là permet à l'enfant d'être d'autant plus autonome, de faire des choix, de développer ses propres méthodes, mais aussi puis de garder son intérêt parce que s'il est dans ses choix, dans ses goûts, il va avoir envie de le faire davantage. L'idée générale de cette pédagogie-là, c'est en fait d'établir une tâche qui va demander, c'est sûr, un certain nombre de temps. Ça peut être plus long, ça peut être moins long, mais on veut que l'enfant puisse être en mesure de se diriger où il veut. On veut lui permettre de la réaliser, mais de la façon de son choix. C'est là que ça va être un petit peu plus difficile pour le parent accompagnateur. Parce que ça peut rendre ça un petit peu plus complexe. L'enfant peut se diriger vraiment dans l'extrême, dans des façons très, très différentes de la réaliser, mais il faut garder l'enfant centré quand même sur « j'ai une tâche à faire et je dois me rendre jusqu'au bout ». C'est des tâches qui sont pas nécessairement très, très complexes. Elles vont l'être quand même, vont demander quand même plusieurs étapes par contre. Les étapes, ils se réalisent, ça peut être soit seul, soit en équipe. On a l'intention, on pensait que projet voulait toujours dire équipe, mais ça peut être aussi un projet qui se fait seul. Par contre, si on fait un projet de type équipe, on va travailler des choses un petit peu plus différentes. On va travailler collaboration, on va travailler conciliation, on va travailler partage de tâches, on va travailler beaucoup au niveau du rôle de chacun, en plus de travailler sur la tâche. L'enfant, quand il le fait seul, n'aura pas nécessairement à s'obstiner avec quelqu'un pour prendre une décision. Il n'aura pas besoin de dire « OK, là, je vais laisser aller pour cette étape-là. Je me concentrerai sur la prochaine, je trouve qu'elle est plus importante pour moi, puis là, je mettrai mon choix sur la prochaine. » Il n'aura pas besoin de faire ça parce qu'il est seul. Ce type de pédagogie-là va permettre à l'élève de développer ses habiletés, de faire des apprentissages, mais il peut arriver aussi que l'enfant se trompe, que l'enfant se dirige dans un cul-de-sac, qu'il fasse une erreur, vraiment, tu sais, une erreur. Ça va être important de laisser aller dans ses directions, de laisser aller dans ses choix, puis simplement peut-être de questionner quand arrive un choix qui n'a pas été nécessairement une bonne option. Donc peut-être juste de le mettre en doute, d'aller lui mettre une petite bémol, attention ici, là, peut-être qu'il y a eu quelque chose, ou de juste agir justement encore une fois comme accompagnateur, comme guide, pour recentrer l'élève sur sa tâche puis s'assurer qu'il va être quand même en mesure d'obtenir des résultats, que ce soit positif ou négatif.
C'est sûr qu'en tant que parent accompagnateur, on a tendance à vouloir donner les mots, donner les réponses, l'enfant est là, il se questionne, il sait pas où aller, on a juste envie de l'aider. Mais ça va être important qu'on reste juste un guide, qu'on lui laisse trouver ses réponses, qu'on le laisse faire son propre cheminement. Le rôle de l'élève. C'est sûr que l'enfant, dans une pédagogie par projet, a un rôle qui a vraiment une plus grande importance pour son apprentissage, pour son développement. C'est une pédagogie qui, par exemple, va offrir à l'enfant de faire des choix, donc va être dans un projet qui l'intéresse, dans une tâche à faire qui est dans ses goûts, dans ses choix. Fait que c'est certain que sa concentration va être là, c'est certain qu'il va avoir un intérêt, c'est certain qu'il va avoir le goût de produire, de créer, de s'impliquer. On va lui permettre aussi d'effectuer des apprentissages qui vont être efficaces en étant dans ses goûts. Il va consolider en matière plus rapidement, plus loin. Ça va être vraiment ancré en lui, puis il va être capable de réinvestir par la suite. En d'autres mots, c'est lui qui guide et dirige son apprentissage. Le rôle du parent accompagnateur dans la pédagogie par projet, on a l'impression peut-être, quand on l'explique comme ça, qu'il est moins important ou qu'il est plus en retrait. Mais c'est là qu'en fait, on va voir que, justement, nos deux pédagogies vont s'embriquer. Quand on pense à un projet, quand on veut faire quelque chose, c'est certain qu'avant ça, on a vu une théorie sur un sujet, que ce soit en mathématiques, que ce soit en sciences, que ce soit en français. On va avoir vu une théorie en lien avec ce qu'on veut faire. Le projet ne sort pas des nues, ne tombe pas du ciel sans avoir eu un lien avec une théorie quelconque ou même plusieurs théories, d'où le fait d'avoir de l'interdisciplinarité dans nos projets, que ça touche du français, des mathématiques, des sciences, ça peut faire les trois, ça peut faire les trois compétences dans les trois matières. On a vraiment c'est là qu'on voit que de faire les deux, de joindre la traditionnelle à la projet, nous offre vraiment des avantages, des grands avantages. Afin que vous soyez en mesure de mieux conceptualiser ce que je viens d'expliquer, de ce dont on parle depuis déjà un petit moment, je vais vous donner vraiment un exemple concret et en lien avec l'explication. Si un enfant, par exemple, on décide qu'on lui fait faire pousser des tomates, donc on veut qu'il plante sa graine, qu'elle pousse, puis vraiment qu'elle devienne un plant, qu'il aille sa tomate, qu'il cueille sa tomate, qu'il mange sa tomate. Bref, on a toute l'étape au complet. Donc, on est vraiment à la base en sciences. C'est sûr qu'avant ça, on va avoir vu de la théorie en sciences. On va avoir vu peut-être le développement de la plante, la croissance de la plante, c'est quoi son cycle de vie. Donc, on va avoir travaillé ça au préalable. Si on fait des hypothèses, on va encore une fois travailler la méthode avant de demander à l'enfant de faire des hypothèses. Je crois que la plante va grandir de 2 cm par jour. On va avoir vu cette théorie-là avant de faire le projet. Si on veut aussi que l'enfant nous donne son opinion sur ce projet-là, qu'il nous fasse une petite production écrite ou une présentation orale, on va quand même aller voir c'est quoi qu'on fait dans une présentation orale. Donc, on se prépare à l'avance, on écrit notre texte, on fait peut-être un petit PowerPoint, une présentation a besoin d'avoir un visuel. Donc, on va aller voir cette théorie-là aussi. L'enfant a besoin d'avoir un vocabulaire adapté. Lorsqu'il communique ses messages, l'enfant a besoin d'avoir un volume adéquat, un débit qui est pertinent. Donc, tous ces éléments-là vont être vus avant de faire le travail en lien. Donc, la pédagogie traditionnelle, l'explication de la théorie va quand même être à la base. Donc, là, la théorie, elle est vue. On peut partir avec notre projet. Donc, on y va, on s'en va acheter nos graines de tomates. Justement là, on va avoir un petit peu de mathématiques à faire. Peut-être un petit budget, on a-tu assez de sous? C'est où j'achète des graines de tomates? Est-ce qu'il y a un lieu? Je vais regarder peut-être sur une carte. Je peux regarder dans les internets, même si c'est où les endroits où je peux acheter ce type de graines-là. On peut jumeler aussi justement mathématiques, géographie, un peu de tout. Donc, on va acheter nos graines de tomates, on va acheter notre terre, on a vu qu'on avait besoin d'un pot, donc on achète les éléments, on s'en va à la maison et on plante notre graine.
on fait pousser ça doucement. L'enfant, justement, va avoir des hypothèses, combien de jours ça va prendre, c'est quoi le temps pour que la tomate, elle va, justement, qu'on va avoir une petite tige qui va sortir. Ça prend combien de temps à faire pousser une tomate aussi dans une maison? Est-ce qu'on faut la mettre au soleil? Là, il va arriver peut-être que l'enfant la mettra pas au soleil. Fait que là, l'enfant va se retrouver avec une tomate soit qui pousse pas, soit qui est vraiment très, très faible, qui manque de couleur, est un peu jaune au lieu d'être verte. Donc, on va avoir tendance peut-être à dire « Vite, mets-la au soleil, il manque de soleil » quand il va avoir déposé son pot dans le fond d'un garde-robe. Par contre, c'est pas nécessairement l'option qu'il va falloir prendre. Il va peut-être falloir le questionner à savoir « Est-ce que ta ta plante était supposée être de cette couleur-là? Est-ce que tu penses qu'on a une situation où justement elle pousse pas très vite? Est-ce qu'on est-tu dans le bon temps? Est-ce qu'on fait les bonnes étapes? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Tu sais, d'aller un peu mettre un doute dans la tête de votre enfant, puis essayer de l'amener à qu'il réalise lui-même qu'en fait, sa plante dans le fond du garde-robe, il est mieux de la mettre sur le bord d'une fenêtre. Donc, on a résolu notre problème. La tomate est sortie du garde-robe, on l'a mis sur le bord de la fenêtre et là, elle pousse. Ça va bien, on continue. On la regarde grandir, on prend des photos, on prend des petites descriptions, on met ça dans un journal. On a un journal, des photos, des petits textes, des mesures, on peut la mesurer, on peut savoir, OK, aujourd'hui elle est comme ça, demain elle est comme ça, après ça, on y va vraiment, on en fait un journal. L'enfant, après ça, la tomate arrive, elle sort, elle commence à avoir un petit fruit, puis là, on l'accueille. Elle est belle, elle est grosse, on a réussi, on cueille notre tomate, et là, on a l'impression d'être arrivé au bout. Mais ce n'est pas terminé. On peut présenter tout ça. C'est sûr que nous, on a fait pousser ça. On peut le présenter à nos frères et sœurs. On peut faire une petite présentation à grand-papa, grand-maman. On peut même l'enregistrer, la mettre sur YouTube. On peut expliquer aux gens comment faire pousser leurs tomates, justement, puis le mettre en vidéo. On peut se trouver un ami sur Internet, puis lui faire une présentation de ça aussi. Donc, vraiment travailler la communication. Puis au final, donc, on a travaillé français, mathématiques, sciences, géographie, peut-être un petit peu de localisation. Donc, on a touché à 4 des 5 matières obligatoires. Puis pourquoi pas présenter en anglais aussi? Tant qu'avoir fait en français, on peut peut-être faire une présentation en anglais. Donc, on aurait les 5 matières. Et j'oubliais, mais cette tomate-là, il faut la manger. Donc, pourquoi pas un petit repas en famille, là, concentration, sur la tomate, que ce soit une entrée, un repas, faut vraiment la goûter, la déguster, puis apprécier ce qu'on a fait. C'est sûr que j'ai rendu un peu l'histoire de la tomate et le projet tomate un peu humoristique, mais c'est certain qu'en fait, quand vous avez la chance d'intégrer les matières au fur et à mesure du projet, c'est important d'en profiter puis de se garder une petite trace, de se garder une petite observation, que ce soit des petites notes écrites, des petites dates, surtout parce que en tant que parent accompagnateur, en tant qu'école maison, c'est des choses que vous mettez dans vos projets, dans vos portfolios. C'est important de se garder des traces, puis ça va toucher à énormément de matières si vous le faites au fur et à mesure. C'est pas une tâche qui va être plus lourde pour vous, c'est une tâche qui va se faire un petit peu de soi, puis vous allez combler, là, vous allez voir une grande partie. Comme toute pédagogie, c'est certain qu'en fait, il va y avoir des avantages et des inconvénients. Les avantages, d'abord, l'enfant n'aura pas l'impression de travailler quand on va lui faire de la géographie pour se rendre au magasin. Il n'aura pas nécessairement non plus l'impression de travailler quand il va faire des mathématiques pour compter s'il y a assez de sous, pour acheter ses produits. Il va peut-être avoir un peu l'impression de faire un petit peu de français écrit quand il va faire son album pour ses photos puis les descriptions, mais je pense qu'il va le faire avec intérêt. C'est le genre de projet qui garde l'enfant intéressé, qui lui apporte une créativité, qui favorise sa motivation, son engagement. Il va avoir envie que sa tomate pousse, il va avoir envie de la voir, il va s'intéresser. Et ça va le responsabiliser aussi au niveau de son autonomie. Il va falloir qu'il l'arrose, il va falloir qu'il en prenne soin. Il va être responsable de ça. C'est sûr que l'enfant aussi va se concentrer, va se centrer sur ce qu'il a à faire. Il va être capable de cette façon-là d'acquérir des compétences puis d'être en mesure de les transférer sur d'autres choses par après, que ce soit d'arroser sa plante,
Il va être capable aussi de prendre des décisions, puis de dire j'ai une responsabilité, moi je dois faire ça, puis je dois me rendre jusqu'au bout. Ça augmente les habiletés aussi en termes de communication, de quand il va aller au magasin, il va avoir des gens, il va falloir peut-être qu'il questionne. Donc on travaille vraiment, là, on a beaucoup d'avantages avec une pédagogie de ce type-là. Pour ce qui est des inconvénients, ça aussi il y en a par contre. C'est sûr qu'il ne faut pas aller dans des projets qui sont nécessairement trop grands, trop ambitieux. L'enfant peut manquer d'intérêt aussi quand c'est trop long à effectuer, quand il n'y a pas de fin. Des fois, l'enfant aussi, il faut faire attention pour pas qu'il se concentre juste sur la finalité, parce que le processus en soi est une étape importante. Il doit passer au travers son processus pour bien comprendre, puis faire des apprentissages à travers ça. On veut pas non plus qu'il manque de temps, on veut pas que le projet prenne le bord. On veut pas que le projet soit si long que là, l'enfant se décourage, il manque de motivation, il se retrouve un peu oublié là, dans tout ça. C'est sûr que si c'est un travail qui est en équipe, ça peut causer des petits conflits, ça peut être plus difficile à gérer au niveau du comportement, ça peut être, parce que des fois, on a des parents accompagnateurs qui vont faire des projets en équipe malgré tout, que ce soit à distance ou même en vrai avec des gens de leur quartier. Donc, c'est des choses aussi qui peuvent se produire. Donc, oui, dans une réalité même d'école maison, on peut avoir des conflits, des petites gestions de crise, puis des petits moments plus difficiles. Mais ça va être de rester concentré, puis de reprendre le tout, puis de recentrer l'enfant sur ce qu'il a à faire. L'évaluation aussi finale, peut-être qu'elle est moins directe ou moins officielle, mais reste que chaque étape ou chaque notion vue va être une évaluation en soi. Que ce soit la présentation à la fin, que ce soit le journal qui a été produit, que ce soit le petit calcul en mathématiques, que ce soit la géographie au niveau du déplacement. Toutes ces étapes-là peuvent être des petites évaluations sans dire le mot examen ou sans dire justement évaluation. Une évaluation peut être faite de façon formelle, de façon officielle, mais elle peut être faite sous forme d'observation, de prise de notes. N'oubliez pas encore une fois que vous avez des projets d'apprentissage, des portfolios à faire, puis que vous devez laisser des traces. Donc, même en observation, c'est juste possible de laisser une trace avec une date, puis une petite prise de notes assez simple qu'on laisse dans un journal ou qu'on laisse dans un cahier, puis qu'on replace dans notre portfolio. Je vais vous donner aussi quelques exemples de pédagogie par projet qui peuvent être intégrés. Ça peut être des maquettes, ça peut être des scénettes de théâtre. Si par exemple on travaille justement le théâtre en français, ça peut être de construire des jeux, ça peut être à la limite, on peut partir d'une problématique existante, puis décider de créer quelque chose. Je vous donne un exemple aussi. On avait une connaissance qui est devenue handicapée assez rapidement et s'est retrouvée en chaise roulante. Il n'était plus en mesure, dans sa maison, d'aller chercher un verre d'eau dans le milieu d'un comptoir ou sur un îlot, par exemple. Donc, ce qu'on a fait à partir d'un problème qui existait, on a décidé de créer un allongement de bras on avait du bois, on avait des vis, on avait de la corde, on avait donc une quantité d'objets qui étaient donnés. Puis, à partir de cette quantité d'objets donnés, on créait un allongement de bras existant avec une petite pince au bout pour aller chercher des objets qui étaient placés plus loin pour cette personne-là. Donc, c'est le genre de projet, justement, qui, à partir d'un problème existant, on peut réutiliser. On a parlé de la pédagogie traditionnelle, on a parlé de la pédagogie par projet, on a parlé de comment doucement l'intégrer, mais je pense que le premier conseil que je peux peut-être vous donner ou vous diriger, c'est de ne pas se lancer dans vouloir faire une année de projet. Donc, peut-être de commencer avec un petit projet à la fois. Il y a des projets qui peuvent prendre une journée, il y a des projets qui peuvent prendre une semaine, puis il y en a qui peuvent être étalés sur une année complète même. Donc, ça va être peut-être de choisir 1, 2, 3 projets, commencer doucement, puis plus vous allez en faire, plus vous allez être à l'aise. Donc, on apprend aussi, en tant qu'adulte, à apprendre. Donc, on va y aller doucement. Si on commence tout de suite avec le gros, on va peut-être se sentir dépassé, puis on va peut-être soit le laisser aller, le mettre de côté. L'enfant peut se décourager, l'enfant peut manquer d'intérêt. On veut surtout pas ça. Donc, vraiment d'y aller un projet à la fois. Faut pas non plus en partir 8,
parce que l'enfant peut être mêlé, peut ne pas comprendre la pertinence d'un projet. Puis c'est important aussi qu'en finalité, l'enfant il sache pourquoi il fait ça. Donc de pas un petit projet à la fois, lentement mais doucement, on les intègre. Ça va être important aussi lorsqu'on choisit un projet ou lorsqu'on choisit qu'il soit petit ou long, de s'assurer qu'il est dans la progression des apprentissages, qu'il va avec où on est rendu aussi dans nos apprentissages. Est-ce qu'on a vu les notions aussi en lien avec le projet qu'on veut faire? Si on a besoin de faire de la multiplication, puis qu'on est en 2e année, puis qu'on n'a pas nécessairement... Là, peut-être qu'on est dans un projet qui n'est pas adapté. Donc, ça va être important d'avoir un projet qui est en lien, qui est adapté, puis qui est au bon niveau de l'enfant. C'est sûr qu'en ayant des manuels, en ayant donc une petite pédagogie aussi traditionnelle d'incluse, bien, vous pouvez vous assurer des apprentissages qui sont faits. Vous pouvez la suivre aussi. Donc, si vous savez que dans X temps, vous allez voir une notion, puis que là, vous avez toujours pas, vous avez le temps de trouver un projet en lien qui va être, justement, qui va suivre la progression des apprentissages. Une autre façon d'intégrer la pédagogie par projet dans la pédagogie traditionnelle pourrait être par exemple, en suivant notre manuel de français, on arrive à la section où on parle de la biographie. Puis là, on décide qu'on fait un projet avec ça, qui s'en vient, on le voit venir, là, la biographie s'en vient. Puis on s'en va, on décide qu'on va à la bibliothèque lire des biographies. Puis quand on revient à la maison, ben là on décide qu'on peut se créer notre propre biographie, on peut l'inventer, on peut la rendre ludique, on peut faire une biographie qui est complètement irréelle, mais amener justement un projet d'écriture dans un contexte où on doit parler de biographie tout simplement, va amener un intérêt aussi, surtout si on le rend amusant. Donc, on écrit notre biographie qui est drôle, qui est humoristique. Suite à ça, bien sûr, on va faire un petit projet d'art qui va être de créer notre personnage de biographie. Donc, on va le faire avec du papier carton déchiré. Donc, on va créer notre personnage de biographie avec du papier carton déchiré parce qu'en art, on était rendu à faire le papier déchiré. Donc, on va avoir le français, les arts, on va faire notre correction. Bien sûr, toujours notre correction de français va être incluse. Puis, on a 2 matières interdisciplinarité. On a un beau projet qui en amène un autre qui devient un petit peu plus gros. L'enfant peut faire ses choix, par contre. Il pourrait choisir un autre médium que le papier déchiré. Il pourrait choisir la pastel, il pourrait choisir la peinture, puis on pourrait le laisser aller dans ce sens-là. Il pourrait aussi ensuite présenter sa biographie, présenter sous forme de PowerPoint, présenter sous forme et choisir encore une fois son médium de présentation. Donc, on veut qu'un petit sujet devienne un sujet qu'on retrouve dans plusieurs matières. On va encadrer, on va structurer, on va diriger, mais l'enfant va pouvoir faire ses choix. C'est sûr aussi qu'il va y avoir des petites problématiques. Peut-être que l'enfant va faire une biographie, mais qui ne sera pas en lien nécessairement avec son personnage qu'il va avoir créé en art plastique. C'est peut-être des choses qui peuvent se retrouver. Donc, ça va être de le garder dirigé, de s'assurer que le projet de A à Z a une suite logique. Quand on passe au secondaire, les projets ne viennent peut-être pas aussi facilement en tête qu'au primaire. Au secondaire, c'est un petit peu plus difficile de partir des projets. Il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de choses. Donc, peut-être que de faire le travail inverse, de partir d'une finalité et demander à l'enfant de se rendre à cette finalité-là pourrait être un projet en soi. Je donne un exemple. Si on voit les théories qui s'en viennent dans les prochaines semaines, on peut demander aux élèves, à un groupe d'élèves, à un élève, selon le cas, de présenter une théorie, une notion. Avant de vous laisser aller, je me permets en fait de vous mentionner quelques pièges à éviter dans la pédagogie par projet. C'est sûr qu'en fait, avec expérience, c'est peut-être mieux de ne pas partir trop de projets en même temps, de ne pas s'éparpiller, de ne pas en partir non plus qui se chevauchent, peut-être les partir un après l'autre, à moins que vous ayez un projet annuel, c'est sûr que là, vous n'aurez pas le choix, mais de peut-être partir pas trop de projets en même temps. Un autre conseil aussi, d'avoir des projets qui sont pas trop longs, trop fastidieux, parce que
ça peut peut-être être décourageant ou être difficile à organiser aussi peut-être en période de temps. De pas, en tant que parent accompagnateur, de pas trop s'impliquer dans le projet, de vraiment laisser l'enfant à lui-même, de le laisser faire ses expériences, de le laisser faire ses apprentissages, d'agir comme un guide, une ligne directrice, mais de pas agir comme de pas s'impliquer dans le projet. Finalement aussi de s'assurer que l'élève reste en lien avec la théorie vue, que ce soit aussi un projet qui n'est pas trop difficile ou qui n'est pas trop non plus facile à l'inverse. C'est donc ce qui conclut notre présentation sur comment intégrer une pédagogie par projet dans une pédagogie traditionnelle. J'espère que les petits trucs ont été pertinents pour vous et que ça vous a donné envie de justement intégrer les projets dans votre pédagogie. Pour plus d'informations sur les services de la deuxième classe, je vous invite à visiter notre site web, notre page Facebook et notre page Instagram.